Bienvenue sur votre radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition. Bienvenue au bar de l'économie, aujourd'hui vendredi. Et pour nous suivre, eh bien, comme d'habitude, vous cliquez tout simplement sur le player plateforme bardeléconomie.fr. Ça c'est pour le son. Et puis pour la vidéo, vous allez directement sur Facebook, page bar de l'économie. Et vous allez pouvoir nous entendre aujourd'hui. On va parler d'activités économiques, on va parler de ruralité, de maisons d'arrêt, de gens du voyage, d'une maison France Service en bus. Et oui, c'est une innovation. Et puis nous allons parler d'appareils, de solutions d'accessibilité et de mobilité et de sécurité. Et puis nous allons voir un petit peu comment l'agriculture s'améliore de jour en jour pour avoir des produits pratiquement sans pesticides. Et tout ça grâce aux invités du jour, évidemment. Eh bien, Patrice Robin, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes maire de Villaines-sous-Bois et président de la communauté de communes Kernel Pays de France, l'une des 9 communautés de communes du Val d'Oise, dont la spécialité, la vôtre, c'est la ruralité, vous y tenez d'ailleurs. Et dans la plus grosse de vos communes habitent 5500 habitants et la plus petite 68 habitants. C'est ça, c'est bien ça. À vos côtés, Jean-Paul Mignard, bonjour. Oui, bonjour Florence. Vous êtes le fondateur de Axol. Après 20 ans de travail dans les multinationales agroalimentaires, à différents services, on ne va pas les détailler bien sûr, vous avez décidé de créer cette société et vous importez, vous distribuez, vous fabriquez des solutions d'accessibilité, de mobilité et de sécurité. Vous en louez aussi, vous les louez pour des événements, pour des grosses manifestations. Vous les louez également à des visiteurs étrangers qui en auraient besoin. Donc on va évoquer tout ça, mais surtout aussi on va évoquer le Made in France, puisque vous avez décidé d'implanter une usine ou une chaîne de fabrication. On en saura plus tout à l'heure sur quoi, bien sûr. Et puis enfin, à nos côtés, Baptiste Rouenet, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes directeur général de UV Boosting, un nom qu'on penserait aller dans la cosmétique, mais pas du tout. Ça conçoit et ça produit et vous commercialisez des machines et des services destinés aux soins des plantes et à la culture. Et donc on en saura plus bien sûr tout à l'heure, parce que tout d'abord, comme d'habitude, aujourd'hui on fait bien sûr les infos du jour, mais c'est le vendredi, donc c'est la chronique bien-être. On se détend le vendredi, mais un sujet important quand même, c'est être bien dans son job quand on télétravaille, grâce à Céline Mestre, notre chroniqueuse bien-être. Bonjour Florence, bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'adresse à tous nos auditeurs qui sont en télétravail. Vous le savez, dans les circonstances actuelles liées à la crise sanitaire, le télétravail est devenu la règle d'or, puisque dès lors que les tâches confiées à un salarié peuvent être effectuées à distance, le télétravail est porté à 100%. C'est peut-être le cas pour vous depuis plusieurs mois, depuis même 1 an. Vous en vivez les avantages, les inconvénients, et vous vous demandez s'il est possible d'être bien dans son job quand on télétravaille. Télétravailler permet bien sûr de réduire son temps de transport, mais permet aussi de gagner en autonomie et même en efficacité lorsque son environnement de travail est propice à une meilleure concentration. Mais le télétravail présente aussi des risques, le risque d'isolement, le risque de déséquilibre, vie personnelle, vie professionnelle, et une perte de motivation. Alors, pour continuer à être bien dans votre job, même en télétravail, pourquoi ne pas co-construire une charte de télétravail avec votre famille, qui consiste à délimiter un espace-temps et un espace géographique dédié, des codes de communication, les disponibilités, les contraintes de chacun. Vous pouvez aussi bien sûr organiser votre espace de travail dédié au calme et si possible clairement identifié pour faciliter la connexion puis la déconnexion.
Veillez à organiser votre journée de travail en incluant des temps de pause et surtout des routines quotidiennes pour vous aider à rester productif tout en prenant soin de vous. Enfin, n'oubliez pas que la technologie et les nouveaux outils de communication permettent certes de pouvoir continuer à travailler ensemble à distance, mais permettent aussi de garder le lien et d'échanger justement sur les difficultés de chacun. Votre entreprise peut ainsi vous proposer des solutions de formation ou d'accompagnement pour mieux vivre le télétravail, en tout cas des solutions évolutives adaptées à vos besoins afin de mieux vivre cette organisation de travail à distance et maintenir votre performance et votre motivation. À bientôt. Merci à Céline Mestre pour cette chronique. On en a besoin parce que le télétravail, c'est vrai que ça peut peser sur le moral de certains salariés. Justement, je vais poser la question à nos invités du jour. Patrice Robin, vous êtes maire de Vilaine-sous-Bois et président de la communauté de communes Kernel Pays de France. Est-ce que vous avez mis en télétravail les agents municipaux et les agents de la communauté ? Alors oui, nous avions au sein de la communauté de communes Kernel Pays de France déjà signé une charte en décembre 2019. Alors on ne savait pas à ce moment-là qu'on allait être touché par une pandémie, on a été bien inspiré. C'est-à-dire qu'on s'était doté d'outils, d'une charte et de tout ce qu'il était nécessaire d'avoir pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné une amplitude plus importante à ce projet. Au départ, c'était 1 jour par semaine. Aujourd'hui, c'est 4 jours par semaine. Néanmoins, et ça, c'est encore plus vrai pour les municipalités, on doit assurer une continuité de service public. Donc, à partir de là, le 100% ou le 90% télétravail est un peu compliqué. Donc, on doit continuer à fonctionner. Ça fonctionne très bien. Certaines personnes le vivent bien, d'autres moins bien. Donc, on a besoin de rencontrer ses semblables et ça peut se comprendre. Donc, il faut un bon mix de tout ça. Et voilà. Donc, mais ça fonctionne complètement. Et du coup, combien de jours par semaine Aujourd'hui, 4 jours. 4 jours, toujours 4 jours depuis 1 an en fait, tout le monde est... C'est monté progressivement en puissance, mais aujourd'hui on applique 4 jours parce que voilà, c'est nécessaire et si on veut sortir de cette histoire, il faut qu'on suive les recommandations, en particulier dans les services publics. Quant à l'activité d'élu, c'est différent, nous sommes des gens de terrain, donc on a aussi beaucoup de visioconférences par exemple, mais on est aussi proche de nos habitants et plus que jamais dans cette histoire. Merci beaucoup Patrice Robin. Alors, on va poser la même question à Jean-Paul Mignard chez Axol. Quelle méthode, qu'est-ce que vous avez pu convenir avec vos salariés ? Nous avons pratiquement la même approche, c'est-à-dire qu'on avait mis effectivement une charte en place il y a 2 ans maintenant, qui ne concernait que quelques collaborateurs, parce que nous sommes 15 personnes aujourd'hui. Simplement quelques collaborateurs étaient en télétravail. Avec la pandémie, on a effectivement jonglé entre le chômage partiel et télétravail, qui continue. Alors on n'est pas tout à fait à 4 jours par semaine sur les personnes concernées, mais on a la chance d'être dans des bureaux cloisonnés. Chaque personne a un bureau individuel, donc on a des conditions de travail qui, des points de vue sanitaires, sont tout à fait optimales. Le point important, c'est effectivement le côté, je dirais, relation sociale qui se perd en dépit des visios et de ce type de choses, et il y a une aspiration des collaborateurs clairement à retrouver leurs collègues et échanger de façon visuelle, d'échanger en direct, et je dirais pourrait avoir tendance à s'inverser, c'est-à-dire qu'autant une époque les gens aspiraient à être en télétravail, et aujourd'hui on a une situation où c'est plutôt l'entreprise ou l'entrepreneur qui pousse les personnes à rester en télétravail et surtout pas... Donc vous freinez les élans Non, je ne suis pas dans cette situation à freiner, mais je vois ce qui se passe effectivement autour. Et donc vous confirmez finalement la tendance nationale. Merci en tout cas Jean-Paul Mignard. Baptiste Rouenet, comment avez-vous fait chez UV Boosting ? Alors, de par notre activité qui est en partie industrielle, on a besoin d'avoir des collaborateurs sur place dans notre usine de Saint-Nom-la-Bretèche, et c'est évidemment des activités d'assemblage, de production qui ne peuvent pas se faire en télétravail. En revanche, on a mis en place le télétravail pour toutes les autres activités qui peuvent se faire à distance. Et je rejoins complètement le constat de M. Mignard sur le besoin des collaborateurs d'avoir des moments de convivialité, de partage qui sont aussi importants dans le monde du travail, et ce qui peut être un peu compliqué à gérer en période de pandémie. Et donc vive la fin de la pandémie, tout le monde sera content de se retrouver. En fait, je crois qu'il va y avoir des hurrahs. Il y a un indicateur qui est étonnant aussi, c'est que les personnes qui sont éventuellement en télétravail, le jour où elles reviennent dans l'entreprise,
il y a un temps passé à la machine à café qui est bien supérieur au temps habituel et qu'on laisse évidemment, puisque c'est la reprise de contact et d'échange. Et ça sera effectivement un indicateur. Voilà, la sempiternelle machine à café qui fait le lien entre tout le monde, même chez nous. Le lien social. Voilà, le lien social, c'est la machine à café. Alors on va faire un hommage, si vous voulez bien, un hommage à une figure du Val d'Oise, c'est Gérard Claudel, qui est décédé hier. C'est l'ancien maire d'Hennery, c'est un conseiller municipal départemental, je veux dire, très important pour le Val d'Oise. Il était à l'origine de la création du parc naturel régional du Vexin. C'était une figure, une présence, une voix aussi. Il a beaucoup œuvré pour les Valdoisiens et il incarne bien sûr le Vexin à lui tout seul. Malheureusement, il est décédé hier. Je n'ai pas son âge, bien sûr, on va le garder secret. Mais peut-être vous l'avez rencontré, Patrice Robin ? Je l'ai croisé 2-3 fois. Effectivement, une personnalité, vous l'avez dit, une figure, quelqu'un qui a marqué le territoire de son empreinte. Créer un parc naturel régional, c'est quand même quelque chose d'important. C'est structurant. Il l'a fait avec beaucoup de passion. Et je pense qu'il laissera aux Valdoisiens, mais aussi à la France, un patrimoine important et effectivement il est intéressant de lui rendre un hommage appuyé aujourd'hui. Et puis on envoie toutes nos condoléances à sa famille, bien évidemment. Alors autre hommage, si vous voulez bien, cette fois c'est à Bertrand Tavernier, le réalisateur de Coup de torchon et du Juge et l'assassin, qui s'est éteint à l'âge de 79 ans. Il avait remporté plusieurs Césars, dont celui du meilleur scénario, celui du meilleur réalisateur pour Capitaine Conan, alors qu'il a débuté tout simplement comme attaché de presse. Il a découvert le cinéma lors d'un séjour en sanatorium et c'est seulement en 1973 qu'il a commencé à tourner dans le Lyon de son enfance. Son premier long métrage, c'était L'horloger de Saint-Paul. Il a aussi eu un César du meilleur réalisateur avec Que la fête commence. Le meilleur scénario, il l'aura avec son film historique La Passion Béatrice. Il aimera beaucoup d'ailleurs les films historiques et puis bien sûr les films qui auscultent la société. Enfin voilà, je voulais donc lui rendre hommage aujourd'hui car c'était un passeur de cinéphile, un passeur de cinéaste, un cinéaste social qui lui aussi aura marqué son époque. Autre info du jour, eh bien, face à la 3e vague Covid, plusieurs élus soutiennent l'idée, et notamment celle avancée par Valérie Pécresse et Alain Lassus dans la Nièvre, qu'il faudrait avancer les vacances scolaires de printemps de 2 semaines. Certains, comme Philippe Laurent de l'Association des maires de France, veulent même une fermeture de 4 semaines des écoles. Des pistes qui ne sont pas à exclure, selon un conseiller de l'exécutif. Plus de 4000 cas positifs, élèves et personnels, sont remontés au ministère pour la seule journée de lundi, et les classes ferment les unes après les autres. Il n'y a pas de professeur remplaçant. Selon le médecin Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre, il n'y a pas de débat à avoir sur la contagion des enfants et des adolescents. Le ministre nous dit le contraire, dit-il, depuis le début, je cite bien sûr, allant à l'encontre de toutes les études internationales, pointe le médecin. On est arrivé à un stade où on est dépassé. On a perdu la partie sur cette 3e manche, comme sur les 2 premières. Maintenant, il est trop tard pour continuer à ergoter. Il va falloir fermer les écoles. Alors du coup, je vous pose la question, Patrice Robin, qu'en est-il dans vos communes, puisque vous êtes président de la communauté de communes Carnel Pays de France ? Alors on a eu une évolution de la situation depuis 1 mois et demi où le variant anglais est devenu majoritaire sur le territoire du Val d'Oise et je crois même sur le territoire national. On a été amené à fermer des classes de façon très différenciée. On a un grand territoire, 125 km², donc ce qui se passait à un endroit se passait pas forcément à l'autre. Mais c'est la première fois qu'on était confronté à des fermetures de classes. Ce qu'on craint maintenant, c'est l'émergence du variant ou brésilien ou autre, ou sud-africain, on n'en connaît pas la dangerosité précisément, mais enfin on suppose qu'elle peut être encore un peu plus importante. On a vu que le variant anglais, plus de 60% de contagiosité et de dangerosité versus la première souche. Donc oui, ça nous inquiète. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est probablement prendre de nouvelles décisions adaptées à cette nouvelle situation. Est-ce qu'il faut fermer, est-ce qu'il faut anticiper les vacances de Pâques ? Pourquoi pas ? Aujourd'hui, on observe qu'on a quand même de plus en plus d'enfants testés positifs. Alors, ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on les teste. Avant, on les testait pas. Donc, si on cherche, on trouve. Bien souvent, ils sont asymptomatiques. Donc, du coup, ils l'étaient peut-être avant et on ne le savait pas. Mais vu l'ampleur du nombre de contaminations au quotidien, et en tout cas, je crois qu'hier, c'était... Les services médicaux, c'est ça surtout.
Mais c'est ça, l'un est lié à l'autre et on a, je pense, intérêt à prendre de nouvelles solutions. Les hôpitaux sont quasi saturés, on arrive à un pic important, en tout cas dans le Val d'Oise on est presque à 100%. Le Val d'Oise est l'un des 2 départements les plus touchés en Île-de-France. Le taux de circulation est autour de 700. Ce qui est considérable, le seuil d'alerte étant à 200. Et on sait que les enfants sont des vecteurs, donc il faut probablement prendre de nouvelles mesures. Est-ce que les directeurs d'école, est-ce que vous avez des remontées des directeurs d'école ou de collège dans vos communes respectives? On a assez peu de remontées, en tout cas des collèges. Sur les enseignants et directeurs d'écoles primaires, oui, il y a une inquiétude peut-être encore plus visible. Mais ils sont très courageux parce qu'en fait, ils viennent travailler, ils sont là, ils sont fidèles à leur engagement et je crois que là aussi, il faut les saluer et les remercier pour ça. En tout cas, oui, il y a des inquiétudes. Merci Patrice Robin. Alors on continue avec vous si vous voulez bien. Je rappelle que vous présidez une communauté de communes qui est en Val d'Oise et justement il y a un projet d'une maison d'arrêt à Bellois en France ou Saint-Martin-du-Tertre. C'est une création d'une maison d'arrêt de 700 places dans une zone classée. La nation avait décidé de mettre en œuvre un plan de création de 15 000 nouvelles places en maison d'arrêt et en centre de détention à l'échelle du pays. Un engagement fort du président de la République. La population des communes concernées a clairement exprimé son hostilité à ce projet qui déstabilisait le territoire et notamment dans les 2 communes que je viens de citer, Saint-Martin-du-Tertre et Bellois en France. Vous avez rencontré Patrice Robin, le garde des Sceaux, le 19 mars dernier. Qu'en est-il ressorti ? Alors, tout d'abord, c'est bien Bellois. Hein, le lieu d'implantation souhaité par l'État, c'est bien Bellois et Saint-Martin est impacté. Je m'empresse de dire que je suis favorable à ce qu'il y ait en France plus de maisons d'arrêt. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de condamnés qui ne font pas leur peine. Si vous faites un micro-trottoir en demandant aux gens s'il est normal que des gens condamnés ne puissent pas faire leur peine de prison, je ne pense pas que vous ayez un retour qui soit négatif. Donc oui, faire des places de prison, c'est sûrement nécessaire. Puis il y a en plus une surpopulation dans les prisons, ce qui n'est pas très digne. Et la France a été d'ailleurs montrée du doigt par l'Europe à plusieurs reprises. Donc oui, c'est nécessaire. Maintenant, il s'agit de les implanter au bon endroit. Lorsque j'ai rencontré avec Guillaume Vuittet et le maire de la commune de Bellois et son adjoint, le député de la 2e circonscription, voilà, il était question d'expliquer au ministre les raisons de notre refus à l'installation de cette maison d'arrêt. Puisque ce n'est pas un pénitencier, c'est une maison d'arrêt, donc il y a un peu plus de circulation, beaucoup plus même que dans un pénitencier. Pourquoi est-ce que l'endroit nous semble totalement inapproprié à l'implantation d'une maison d'arrêt? Donc c'est ce qu'il fallait prouver au ministre, de façon à ce qu'on ne vienne pas avec des éléments qui soient subjectifs, mais au contraire plutôt des éléments objectifs. Eh bien, vous l'avez dit, Florence, nous sommes dans un parc naturel régional. Il s'agit aussi de respecter quand même un minimum les règles. Les communes qui viennent d'intégrer le parc naturel régional depuis le 18 janvier ont mis 10 ans d'efforts à le faire. Donc c'est beaucoup de contraintes. Là aussi, il y a des chartes, il y a des engagements forts. Quelles sont les contraintes et les chartes pour intégrer justement un parc régional ? L'environnement, des attitudes, la façon de construire, la façon de respecter la terre, l'architecture. L'élément architectural est important. C'est-à-dire qu'on peut pas faire dans un parc naturel régional, les choses c'est assez bien réglé, c'est bien pensé, ça s'inscrit dans la durée, ça s'inscrit sur c'est transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on transmet un patrimoine. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont importants. Ça mêle en même temps l'habitat et l'agriculture, l'environnement, tous ces paramètres. Tous ces paramètres sont donc intégrés, donc ce qui veut dire que quelqu'un qui vient s'installer dans un parc naturel, je sais pas, au niveau de la maison, de la couleur de la maison, de la couleur des volets, tout ça c'est inscrit noir sur blanc et on ne peut pas faire ce qu'on veut? Alors, il y a déjà aussi la contrainte des architectes des bâtiments de France. Et dans le Val d'Oise, 175 communes sur 184 sont assujetties aux règles des ABF, architectes des bâtiments de France. Le PNR est un outil complémentaire.
le parc naturel régional. Alors effectivement, il y a des chartes. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Ne serait-ce que par exemple, je prends les panneaux de publicité qu'on voit sur les routes dans un espace de parc naturel régional. Vous observerez que vous en voyez beaucoup moins. Et si toutefois vous en constatez, ces publicités rentrent dans un cadre qui est beaucoup plus discret que si vous prenez National 20 ou je sais pas où. Enfin, il y a un tas d'endroits où vous êtes complètement inondé de publicités et de messages qui polluent complètement un territoire. Donc tout ça est régulé, organisé, bien pensé et s'inscrit dans la durée. Donc du coup, là, soulèvement, j'allais dire, de la population, de vos communautés, évidemment. Bien sûr, à l'annonce de cette installation de cette maison d'arrêt. Comment a été pensé, puisque soi-disant on est en démocratie participative, mais finalement on vous l'a imposé au départ, l'emplacement de cette maison d'arrêt? Est-ce qu'à un moment donné on a pris contact avec vous pour vous dire tiens voilà, on a décidé que ça serait dans votre zone, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Milieu janvier, donc les services de l'État, via la préfecture et l'Union des maires, ont contacté un certain nombre de présidents d'intercommunalités à l'est du territoire du Val d'Oise, leur faisant part de leur souhait d'implanter une maison d'arrêt dans ce secteur-là. Il nous a été demandé de consulter les municipalités qui seraient enclines à pouvoir recevoir ce type d'établissement. Ça suppose qu'on ait des réserves foncières, qu'on ait des choses comme ça. Réserves foncières, je rappelle aux auditeurs que ça veut dire des terrains. Oui, c'est ça, des terrains disponibles. Voilà. Et donc le président d'une intercommunalité n'étant pas supra, n'est pas au-dessus des communes, c'est une organisation solidaire et de mutualisation. Donc j'ai contacté, en ce qui me concerne, et mes collègues présidents des autres communautés de communes aussi, donc des maires susceptibles d'avoir des réserves foncières, des terrains disponibles, et de leur dire voilà, l'État cherche à installer une maison d'arrêt, à vous de vous positionner ou pas sur ce type de projet, fonction de vos territoires. Avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maires ont répondu qu'elles n'étaient pas désireuses de recevoir une maison d'arrêt pour des raisons objectives. Et peut-être qu'une municipalité n'est pas allée dans ce sens-là en disant je veux bien écouter, je veux bien voir ce que vous avez à me dire. Et donc après, l'État s'est engouffré dans cette voie et donc a monté un projet sur Bellois, un projet de 18 hectares. Donc c'est considérable. À un moment où, encore une fois, en parc naturel régional, mais aussi en Plaine de France, puisque nous sommes aussi classés Plaine de France, on nous demande de plus artificialiser les sols, c'est-à-dire en fait de ne plus construire sur des terres agricoles. Et donc il y a quelque part une antinomie qui convient de nommer. C'est dans ce contexte-là que nous avons rencontré le garde des Sceaux pour lui expliciter donc tous ces refus. Et absolument. Et on a pu de façon structurée lui montrer que c'était pas forcément la meilleure idée de l'année. Il a écouté, il a été attentif, néanmoins combatif, ça correspond à sa personnalité, il a défendu ses positions. Et on en est sorti avec une décision du ministre de chercher un plan alternatif. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Je pense qu'il est très contraint par son calendrier parce qu'en fait il doit annoncer la carte des maisons d'arrêt et des pénitenciers suite aux engagements pris par le président de la République. Et ça doit se faire, je crois, au mois d'avril. Donc on est un peu ceux qui empêchent d'avancer et qui bloquent un peu le calendrier. Mais on espère que cette recherche de solutions alternatives aboutira rapidement. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une mobilisation locale qui s'est faite. Que ce lieu est totalement inadapté. On comprend qu'il doit être à 30 minutes maximum du tribunal de grande instance de Pontoise. Et ça, on en comprend bien sûr les raisons, des raisons de sécurité, etc. Il y a déjà une prison à Osny qui est saturée. Donc oui, il faut probablement dans le Val d'Oise un autre établissement, mais pas n'importe comment. Et du coup, est-ce que vous lui avez fait des propositions de terres possibles? Alors faire des propositions, ça voudrait dire définir un territoire géographique et renvoyer le point sur une autre commune. Donc ça serait perçu comme étant de ma part, enfin plutôt celle de mes collègues, comme étant une agression. Donc je n'ai pas du tout envie de mettre un maire dans une difficulté quelle qu'elle soit ou un président d'intercommunalité. Je crois que c'est vraiment par la concertation que ça passe, avec une cohérence. Il faut choisir des territoires qui soient adaptés à ça, en tout cas pas inadaptés.
d'éviter ce qui se passe aujourd'hui à Bellois. Donc voilà, donc ce soir il y a un conseil municipal à Bellois qui va voter une motion de rejet. J'ai moi-même au sein de mon conseil municipal hier soir fait voter cette motion de rejet, ainsi que l'intercommunalité qui a voté avant-hier une motion de rejet au périmètre des 19 communes, donc une population de 33 000 habitants, qui ne veulent pas de ce projet. Voilà. Alors vous avez parlé tout à l'heure de l'Union des maires qui vous accompagnait dans ce rendez-vous. Est-ce qu'avec l'Union des maires, vous réfléchissez également tous ensemble pour faire proposer une solution ? Non, en fait, on n'est pas encore à ce stade-là. Donc peut-être que ça viendra. Les choses sont allées très vite. L'Union des maires a été le relais de l'information du préfet, lui-même mandaté par le garde des Sceaux, mais on n'a pas encore élargi la discussion à l'Union des maires. Maintenant, on a une position claire, c'est que non, on veut pas que ça se fasse à Bellois, donc ça ouvre le champ des possibles après ailleurs ou pas. Et là, oui, je pense que l'Union des maires a toute sa place pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Donc un sujet à suivre qui n'est pas terminé, cette fameuse maison d'arrêt envisagée sur Bellois en France. Pas encore terminé, mais on espère que rapidement, il y aura une issue. Merci Patrice Robin, c'est important. Et donc on continue, si vous voulez bien, nos infos du jour. Cette fois on change de sujet, c'est avec le canal de Suez bloqué. L'opération de remise à flot du porte-conteneurs se poursuit. Pourquoi je vous en parle ? Eh bien tout simplement parce que 90% de nos produits viennent du transport maritime. Eh bien si on n'a pas les produits, eh bien on ne peut pas fonctionner. Donc presque tout s'arrête. L'Égypte tente depuis donc hier de dégager ce porte-conteneurs géant qui bloque le canal de Suez, la route commerciale de clé en fait entre l'Europe et l'Asie, et l'incident pourrait ralentir l'ensemble du trafic maritime et avoir des effets carrément sur les marchés mondiaux. Il y a déjà 80 autres porte-conteneurs qui attendent derrière pour pouvoir passer. Le trafic maritime a été donc évidemment complètement suspendu, et ce navire qui bloque fait 400 mètres, oui, donc c'est très très grand. Donc on va voir un petit peu comment ça évolue. En tout cas, plusieurs remorqueurs, bien sûr, ont été dépêchés par l'autorité du canal et tentent, on espère, de le dégager au plus vite. De son côté, la société japonaise qui est en propriétaire du porte-conteneur a annoncé qu'elle travaillait avec les autorités pour cette remise à flot, mais que l'opération était extrêmement difficile. Donc les conséquences sur les prix du marché mondial vont dépendre de la durée du blocage. C'est pour ça que je vous en parle. Il n'y a pour l'instant eu aucune pollution ni dommage sur la cargaison d'une capacité de plus de 20 000 boîtes. Mais en tout cas, on voit déjà qu'il y a du retard dans certaines industries, et je pense que vous risquez d'être peut-être impacté. Qu'en pensez-vous, Jean-Paul Mignard ? Oui, nous suivons les choses de près aussi à notre niveau. Alors évidemment, nous sommes j'irais un petit apporteur par rapport à d'autres industriels et distributeurs, mais en ce qui nous concerne, nous avons un conteneur qui doit de mémoire entrer dans la zone du canal de Suez d'ici une semaine, du matériel pour le handicap qui est conçu en Israël et fabriqué en Chine, matériel extrêmement spécifique. Donc on suit les choses avec attention sur cette partie-là, mais ce qui nous était présenté, on voyait hier sur la télévision, montrait effectivement une situation très complexe. Je crois savoir qu'il y a environ 10% du commerce mondial qui transite par le canal de Suez, dont une très grande partie effectivement pour l'Europe. Et je crains qu'on ait effectivement plusieurs jours d'immobilisation complète de porte-conteneurs, mais sans doute de pétroliers aussi. Enfin, je veux dire, ça impacte aussi au-delà. Ça impacte toute l'économie mondiale, et bien évidemment. Merci beaucoup, Jean-Paul Mignard. On va poser la même question à Baptiste Rouenet. Est-ce que vous êtes impacté par ce problème de blocage du canal de Suez ? Alors, heureusement pour nous, pas directement, mais il y a également des tensions sur le marché international des semi-conducteurs notamment, qui nous impacte, qui est sans doute lié à des effets secondaires de la pandémie actuelle. On sait que certaines usines, notamment de voitures en France, Renault ou PSA, sont pas complètement à l'arrêt, mais au ralenti, retardées en attendant l'arrivée de semi-conducteurs. Et on a également été impacté, ou failli être impacté par des tensions sur le marché de l'acier, puisque il a failli y avoir du retard dans la livraison de certaines génératrices qui équipent notre matériel. Donc on voit que dans une économie globalisée comme la nôtre, dès qu'il y a un petit engrenage s'enraye, c'est toute une chaîne derrière qui est impactée, et même des entreprises de taille relativement
modestes comme celle de M. Mignard ou UV Boosting peuvent être impactées en bout de course. Ouais. Merci beaucoup pour ce commentaire, Baptiste Rouenet. Dernière info du jour, après H&M, Nike est dans la tourmente en Chine qui exerce un chantage sur les marques internationales au sujet de la communauté des Ouïghours. La Chine a mis en place des camps de concentration et des camps de rééducation pour les enfants. Alors H&M et Nike sont vivement critiqués par la Chine pour leur refus d'utiliser le coton de la région du Xinjiang où les Ouïghours seraient contraints au travail forcé. Les autorités imposent dans cette région du nord-ouest de la Chine une surveillance policière draconienne depuis quelques années. Selon des instituts américains et australiens, au moins 1 million de Ouïghours ont été internés dans des camps et certains soumis à du travail forcé, notamment dans ces fameux champs de coton de la région. Et c'est pour ça que Nike et H&M, entre autres, ne veulent plus acheter de coton car les salariés, les employés sont soumis au travail forcé. L'Union européenne et d'autres puissances occidentales ont d'ailleurs imposé des sanctions contre la Chine pour ce traitement. Mercredi, H&M a subi les foudres de plusieurs médias et internautes chinois en raison de sa volonté de ne plus utiliser ce coton. Les produits de la marque suédoise ont été retirés des principaux sites de vente en ligne en Chine. Leurs 500 magasins de l'enseigne en Chine n'étaient plus référencés sur les cartes du moteur de recherche Baidu et l'application mobile de H&M n'était plus téléchargeable sur les applis des stores des fabricants chinois. Et il y a même de la population qui commence à boycotter. L'allemand Adidas aussi s'est retrouvé sur la ligne de mire des internautes chinois, faisant face à un déferlement de critiques et d'appels au boycott. Donc, voici, c'était la fin de... Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons ruralité, maison d'arrêt, gens du voyage. Nous allons parler maison France Service. Et puis, nous parlons aussi, produits pour les personnes à mobilité réduite. Et puis, comment améliorer les plantes et les cultures, prendre soin de nos plantes et de nos cultures avec nos invités du jour qui sont Baptiste Rouenet pour UV Boosting, Jean-Paul Mignard pour Axol et Patrice Robin. Vous êtes maire de Villaines-sous-Bois et président de la communauté de communes Carnel Pays de France. Alors justement, parlons un petit peu de la ruralité et notamment de cette nouvelle labellisation du lait Made in France. Est-ce que vous êtes au courant que cette labellisation débarque dans les rayons ? Oui, j'ai entendu ça dans les médias, oui. En fait, le logo lait collecté et conditionné en France va commencer à orner certaines briques et bouteilles et on n'aura plus aucun doute. Ça sera apposé directement sur des bouteilles, pourquoi pas. Et dans 6 mois, cela devrait concerner au moins 50% des packs. Il s'agit de marques premium ou premier prix, peu importe. En tout cas, ce sera ou des marques de distributeurs ou des grands syndicats professionnels. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'origine du lait n'est plus obligatoire sur l'étiquette. C'est le juge du Conseil d'État qui n'a pas réussi à prouver que les propriétés du lait qui dépendaient de son origine étaient indispensables, comme le recommande la loi française. Du coup, on a trouvé une alternative. Est-ce que vous trouvez que c'est bien, Patrice Robin ? Pas forcément. Moi, je pense que savoir d'où vient le lait me semble important. À un moment, on prône la proximité, la traçabilité, etc. Donc, on prône le Made in France en plus, de plus en plus. Donc trop d'informations tue l'information, donc au bout d'un moment les étiquettes ça n'a plus de sens.
essayez d'acheter, quand vous achetez des œufs, essayez de vous y retrouver. Alors, on nous le rappelle dans les médias régulièrement, mais avec toute cette codification, moi j'essaie de m'y retrouver, je m'y retrouve pas. C'est vrai que c'est très compliqué. Voilà, donc faisons simple. Pourquoi faire des choses aussi compliquées que ça? Alors il y a certainement des bonnes raisons de faire ça, mais en tout cas la façon dont je le perçois et la façon telle que c'est expliqué au consommateur que je suis rend pas la chose simple et facile. Donc ce que j'espère, c'est qu'on ira vers une valeur ajoutée de tout ça in fine, mais elle m'apparaît pas évidente comme ça au premier abord. Alors la ruralité, Patrice Robin, vous y tenez, vous qui êtes président d'une communauté de communes. Expliquez-nous pourquoi. C'est un cadre de vie. Quand on va dans la ruralité, c'est souvent un choix. Parfois, on est un peu contraint parce que certaines personnes n'ont pas tous les moyens de vivre dans des zones urbanisées. C'est cher, la première couronne, etc. Donc peut-être que lorsqu'on est jeune, on choisit d'aller un peu plus loin. Mais une fois qu'on habite dans la ruralité, on s'y inscrit dans la durée, on y crée ses racines, on y fait ses enfants, etc. Et ça devient un territoire. C'est une autre façon de vivre que dans une ville comme Paris. Si on prend la communauté de communes Carnet Pays de France, vous l'avez dit tout à l'heure, Florence, une amplitude, une distorsion en tout cas de 68 à 5500 habitants selon les communes. Donc 68 c'est tout petit, il suffit de 3-4 familles, et puis 5500 habitants, ça reste néanmoins petit, c'est un grand village. Et on y trouve ses repères, on y croise les mêmes personnes, on y crée des habitudes, on a des associations, etc. Et c'est très personnalisé, la ruralité. Mais alors justement, est-ce qu'avec la pandémie, on a vu que la majorité des Français aspiraient à retourner finalement à la ruralité, en fait, les Français aiment avoir leur chez eux, aiment être tranquilles. Est-ce que vous avez vu plus de demandes de logements ? Incontestablement. Incontestablement, ça a été un accélérateur sur l'immobilier. On le sait par les agences, on le sait par les notaires, mais aussi pas que pour les logements, aussi pour les entreprises qui cherchent aussi à s'implanter. D'ailleurs, ça pose le problème un peu différemment. Aujourd'hui, et c'est pas lié à la pandémie, mais là aussi c'est un accélérateur. Il faut aussi qu'on repense la façon d'organiser le travail et l'habitat autour du travail. Par le passé, vous prenez les régions en France, que ce soit dans le Nord ou ailleurs, vous avez par exemple dans le Pas-de-Calais des dentelleries, et les gens habitaient autour des dentelleries. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le matin une ruée comme en Ile-de-France, 2 heures de route pour aller travailler pour certains et 2 heures pour revenir, 4 heures au total à rajouter à sa journée de travail. Bon, tous les impacts environnementaux que ça peut avoir. Donc il faut repenser le travail là où les gens habitent, et pas l'inverse. Donc c'est ça qui est un enjeu aussi. Ça commence à se réinstaller. Donc c'est plutôt vertueux. Et ça crée aussi de l'économie dans la chaîne de valeur, dans cette ruralité, puisqu'il y a quelques décennies, cet exode de ruralité vers les centres urbains, et on a créé des métropoles. Donc aujourd'hui, il est important d'observer et d'accompagner ces phénomènes d'inversion où on va de l'urbanisation vers la ruralité. Alors, notamment, vous êtes quand même tous dans un parc, finalement, on en a parlé tout à l'heure avec cette maison d'arrêt, Patrice Robin. Est-ce qu'il y a encore des réserves foncières pour implanter des entreprises dans votre zone ? Alors, malheureusement, non, parce qu'en fait, on a aujourd'hui la contrainte qui est une obligation de par les PLU qui nous sont accordés, les plans locaux d'urbanisme, de ne plus artificialiser les sols. Donc, on ne peut plus consommer de la terre agricole pour construire ni de l'habitat ni de l'économie. Donc il faut qu'on travaille sur ce qui existe, par exemple des friches. Donc l'utilisation des friches aujourd'hui est prioritaire. Donc il y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement qui ont été mis en place, que ce soit par l'État ou par la région Île-de-France par exemple. Et c'est un bon moyen. Et des friches, il y en a nature multiple. Vous savez, par exemple, la SNCF dispose de beaucoup de gares. Par exemple, la ligne H sur mon territoire, il n'y a plus de gares ouvertes. Ce ne sont que des haltes. Il y a quasiment plus de personnel dans ces gares. Donc, ce sont des gares fantômes. Et donc là, on peut sûrement leur donner. C'est ça que vous dites. On peut réhabiliter, donner une nouvelle direction à ces friches. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des lieux avec des usines qui ont fermé il y a fort longtemps, et là on peut les réhabiliter et faire réinstaller des entreprises et donc de l'économie et donc de l'emploi.
Est-ce que les espaces de coworking, c'est une tendance qui également intéresse les maires des communes que vous présidez? Clairement oui, mais on y trouve tout et n'importe quoi. Donc en fait, l'espace de coworking, c'est une façon de travailler différente. On consomme le travail différemment. Il faut que ce soit un lieu qui ne soit pas... je pense plus à un tiers-lieu qui inclurait effectivement des espaces de coworking qu'un coworking isolé au milieu d'un champ. Je veux dire, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut un ensemble de services autour. Il faut qu'on puisse, par exemple, il y a un tiers-lieu sur ma commune qui est prévu, avec en même temps un marché, en même temps une crèche inclusive, en même temps un espace de coworking, un restaurant inclusif aussi, un centre de psychomotricité. Vous voyez, un ensemble de choses, aussi une épicerie de circuit court. On peut y faire un certain nombre de choses, on peut y rencontrer ses semblables, on peut prendre un temps de pause, on peut y déposer son enfant, on peut faire un ensemble de choses. Mais faire du coworking pour faire du coworking, ok, ça a des vertus, mais c'est très limité. Donc, ce qui veut dire que dans votre communauté de communes Kernel Pays de France, vous allez mutualiser, tout le monde ne va pas se mettre à faire des espaces tiers-lieux ou des espaces de coworking. Vous allez donc mutualiser ces tendances pour offrir à tout le monde un espace, j'imagine. Oui, ça, en fait, il faut créer des projets de territoire. Surtout dans la ruralité, surtout quand on a des petites communes. On ne va pas créer des lieux partout. Donc il faut avoir une vision globale du territoire, et puis se mettre sur des axes qui intéressent tout le monde. Et si je prends le travail partagé dit coworking, c'est intéressant quand c'est à 10 ou 15 minutes de chez vous. Si c'est à une demi-heure, 3/4 d'heure, autant aller sur son lieu de travail. Donc c'est ça qu'il faut penser. Il faut faire un schéma, une carte logique, cohérente, où on puisse créer ces lieux qui sont en même temps des lieux de vie. Il ne s'agit pas de s'isoler. Alors, continuons à parler des lieux de vie, si vous voulez bien. Patrice Robin, c'est votre création de maison France Service. Alors, elle est plutôt originale. Expliquez-nous ce que vous avez mis en place. Alors, l'histoire commence en 2018 où on a mis en réseau l'ensemble de nos CCAS. Les CCAS, c'est les centres communaux d'action sociale. Et chez nous, dans notre ruralité, ils avaient peu d'épaisseur. En fait, les services étaient assez simples. Donc, en créant un CIAS, un centre intercommunal d'action sociale qui regroupe tout ça, on a créé des vrais services, des vraies réponses. Donc, on traite dans ce CIAS, ce centre intercommunal d'action sociale, par exemple le RSA, la MDPH avec les allocations adultes handicapés. On traite la caisse d'allocation familiale. Et l'originalité, c'est qu'au lieu que ce soit dans un lieu fermé et sédentaire, on l'a rendu itinérant. Donc, chaque jour, notre bus des services. Donc vous avez transformé finalement un bus en maison de service. C'est ça, absolument. Alors avant que ce soit Maison France Service, c'était le CIAS. Et ce CIAS a accueilli, depuis le 1er janvier, nous avons été labellisés Maison France Service, dit MFS dans les acronymes. L'idée, c'est d'apporter au plus près du public le service public, au plus près des habitants. Donc c'est ça l'idée force de ça. Donc c'est le président de la République qui a souhaité ça parce qu'en fait il y a une désertification totale des services publics dans la ruralité. Donc c'est une façon de les réintroduire, mais nous on a fait le choix, contrairement aux autres maisons France Service qui s'installent en France, de les rendre itinérantes avec notre bus des services du CIAS. Donc maintenant on a 13 services dans ce bus avec 3 agents. On est en haut débit, on peut même faire des visioconférences avec la caisse d'allocation familiale, avec Pôle emploi, etc. En premier guichet, c'est un guichet unique. On peut accompagner tout le monde, donc avec les problématiques pour la petite enfance et les problématiques de personnes âgées sur les caisses de retraite, par exemple, des choses comme ça. On monte les dossiers de retraite et c'est un moyen de lutter contre la fracture numérique dans les territoires ruraux notamment. Alors du coup, la population sait que tel jour vous êtes à tel endroit, tel autre jour à tel autre, et ils viennent vous rencontrer sur place. On a un succès de fréquentation qui est énorme et on est obligé de dupliquer et de multiplier les fréquences de passage parce qu'on a vraiment un succès de fréquentation. Finalement, vous avez tellement de succès que vous êtes obligé de doubler votre fréquence. C'est ça, enfin pas partout parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire, mais nos services sont très mobilisés et très engagés et très sollicités. Donc très sincèrement, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, l'itinérance dans la ruralité. D'ailleurs, je reçois quelques collègues présidents d'intercommunalité aussi qui vont venir s'inspirer de ça pour essayer de le modéliser à leur façon et de l'adapter à leur territoire, mais ça marche vraiment très très fort. Alors du coup, vous allez devenir une opération pilote, on peut dire, avec ce bus ? On l'est déjà, oui, puisqu'on est la première maison France Service en France itinérante. Donc l'idée de l'État, c'est de faire une maison France Service par canton. Donc dans le département du Val d'Oise, il y a 21 cantons. 4 aujourd'hui ou 5 sont en place. Donc il y a encore du travail. Mais l'idée de ramener les services publics au plus près des habitants, c'est quand même, c'est sûrement une bonne chose.
C'est sûrement une bonne chose, et de manière itinérante peut-être dans d'autres communautés de communes, c'est ça que vous voulez dire oui, peut-être. c'est une vraie réponse. Surtout pour le Val d'Oise qui est un long département, et donc c'est très difficile de se déplacer transversalement en fait. Il y a peu de moyens publics de transport. Même sur un terrain. Oui, par exemple, au lieu d'aller à Cergy-Pontoise pour une personne handicapée qui doit renouveler sa carte de stationnement, eh bien il le fait dans sa commune. Vous voyez, tout ça. Tout ça c'est beaucoup plus simple effectivement. Mais oui. Mais on aurait pu faire avant en fait. Alors oui, on peut toujours tout faire avant, mais là, il faut bien un point de départ à toute situation. Ça a été le cas là, et puis ça a été rendu possible par des subventions qui nous ont accompagnés, parce que le social coûte. Lorsque j'ai présenté ce projet auprès de mes collègues maires au sein de l'Assemblée communautaire, tous étaient partants pour le faire, mais la question qui se posait, c'est qu'est-ce que ça va coûter ? Le social, ça coûte. C'est pour ça que parallèlement au social, il faut créer de la valeur. Et créer de la valeur, c'est introduire des entreprises, c'est créer de l'emploi sur place, c'est créer des ressources nouvelles avec les taxes que délivrent les entreprises. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à déployer des nouveaux outils comme le CIAS ou comme Maison France Service. Et puis plus globalement à faire vivre un territoire. Est-ce que du coup vous avez parlé de fracture numérique ? Est-ce que du coup on se rend compte d'une réelle fracture numérique dans vos communes ? Sans équivoque. Là, on le voit bien, par exemple, avec Doctolib, où les personnes âgées doivent s'inscrire sur ces dispositifs pour pouvoir trouver une place de vaccination, par exemple. Voilà, on a des personnes qui sont complètement perdues, parce que d'abord, ça fonctionne très bien, Doctolib ou Keldoc ou d'autres plateformes. Le problème, c'est que il faut avancer dans des étapes, il faut maîtriser l'outil. Okay, même si c'est simple, il faut le maîtriser, il faut avoir l'outil. Puis il faut surtout avoir l'outil. Voilà. Donc toutes ces choses-là sont des freins potentiels pour arriver à faire ces choses-là. Et donc vous êtes en panique quand vous n'avez plus la possibilité de vous inscrire nulle part, quand vous prenez le téléphone pour vous inscrire à un centre de vaccination et que ça répond pas, c'est saturé. Reste l'outil informatique ou l'outil internet, et quand vous ne le maîtrisez pas, vous êtes en détresse. Donc oui, c'est une façon de répondre. Donc la fracture numérique existe dans le territoire. À quel âge ? Qu'est-ce que vous avez pu noter ? À quel âge est-ce que ça démarre réellement, cette fracture numérique ? Ça dépend des catégories socio-professionnelles. En fait, si vous êtes quelqu'un qui a travaillé toute sa vie avec des outils informatiques, qui a été cadre ou qui a travaillé dans un bureau, vous maîtrisez, ok, ça peut aller assez loin. Il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez travaillé en extérieur, vous étiez plutôt manuel, que vous soyez plus ou moins doué avec l'utilisation des outils, ne serait-ce qu'un smartphone, franchement, c'est pas simple pour tout le monde. Donc du coup, là, ce n'est plus une question d'âge, en fait. C'est plutôt une question de formation. L'âge est une circonstance qui est transversale à tout ça, mais c'est la manipulation et l'utilisation des outils. Dernier sujet avec vous, si vous voulez bien, Patrice Robin, c'est ce problème de gens du voyage, qui est un problème sur un certain nombre de zones du département du Val d'Oise. Comment ça se passe chez vous ? Expliquez-nous. Alors, vous savez, c'est un sujet récurrent, parce que c'est un peu comme les maisons d'arrêt. Je veux dire que tout le monde dit que c'est bien, mais personne ne la veut chez lui. Bon, c'est une réalité dans toutes les communes de France. Le préfet a entériné un schéma d'aire d'accueil des gens du voyage et aussi des jardins familiaux. Donc nous allons bien sûr respecter nos engagements. Il suffit aujourd'hui maintenant qu'on ait un débat à l'intérieur de l'intercommunalité pour définir un lieu, et aussi il faut le financer. Vous savez, c'est une maison, une aire d'accueil des gens du voyage comme celle qu'on va faire, c'est au minimum 1 600 000 € d'investissement. Et pour les terrains familiaux qui accueillent aussi les sédentaires, c'est à peu près le même prix. Donc pour une intercommunalité comme la nôtre, qui est modeste, 3 200 000 € et qu'on ne pourra pas mettre ailleurs en fait, parce qu'en fait j'aimerais bien les mettre aussi dans l'économie, acheter des friches justement, vous voyez, pour les requalifier. Donc on a des sujets qui coûtent et des sujets qui créent de la valeur. Bon bah là typiquement on est dans des sujets sociaux, puisqu'il faut répondre à nos obligations, et puis humainement il faut le faire. Maintenant je suis pas certain que le modèle qui nous est proposé de faire des aires d'accueil des gens du voyage tels qu'ils existent aujourd'hui, qu'on peut les voir partout en France, soit le meilleur modèle. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous ? J'ai pas de solution clé en main sur ça, mais ce qui pose problème, c'est de parquer des populations. Ça stigmatise aussi en même temps. Et puis surtout, c'est complètement détérioré. Enfin voilà, ça coûte. Il y a le coût de l'investissement et il y a le coût du fonctionnement. Et comme c'est très mal accompagné en termes de financement par les services de l'État, bah du coup c'est une charge obligatoire.
qui pour nous est presque insupportable. Donc oui, il faut le faire. Voilà, mais personne ne veut payer en fait, et l'État ne donc contribue pas. C'est un sujet extrêmement compliqué et sensible. En même temps, on est dans l'humain, donc on peut pas rejeter toute forme de solution. Mais je pense qu'il faudrait repenser cette modélisation et de voir comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Donc maintenant, j'ai pas là une réponse clé en main à donner. Ça n'a pas été ma priorité de réflexion. Donc on a en quelques années déjà déployé beaucoup de projets. Donc peut-être qu'un jour on se penchera sur ce projet-là différemment, mais pour l'instant c'est pas fait. Donc pour l'instant, comment ça se passe ? Vous négociez, vous discutez avec le préfet, ou bien c'est un dossier Non, je crois qu'à partir du moment où le préfet, l'État décide, après nous on a un certain temps pour le mettre en place. Donc maintenant, on négocie les modalités de mise en place. Donc on en est là. Merci beaucoup, Patrice Robin, pour tout ce tour d'horizon. Je vous propose de faire une seconde pause musicale et on revient avec vous tous dans quelques secondes. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Restez chez vous. Et écoutez la meilleure des web radios. Écoutez la meilleure des web radios. Et oui, c'est chez nous, c'est le bar de l'économie. Nous voici de retour après cette petite pause musicale. Aujourd'hui, nous parlions ruralité, maison d'arrêt, gens du voyage, maison France Service en bus, une jolie pratique qui va peut-être se développer d'ailleurs. Et puis, nous allons parler comment prendre soin des plantes et de nos cultures. Mais tout de suite, on va aborder le sujet ce qu'on appelle la PMR, les possibilités de mobilité pour les personnes à mobilité réduite avec vous, Jean-Paul Mignard, car vous êtes le fondateur d'Axol. Autour de vous, il y a Baptiste Rouenet, directeur général de UV Bosting, et Patrice Robin, maire de Villaines-sous-Bois et président de la communauté de communes Carnel Pays de France. Jean-Paul Mignard, vous êtes passé du travail dans une multinationale et tout d'un coup, vous êtes dit, je vais fonder une entreprise et vous avez créé Axol. Expliquez-nous. Le parcours est assez simple et devient assez récurrent aujourd'hui. C'est qu'effectivement, j'ai eu un passé d'une vingtaine d'années dans des structures de multinationales agroalimentaires, dont sont des fonctions de commercial et de marketing. Et puis, comme beaucoup de cadres, il y a une quinzaine d'années, j'avais envie d'avoir une deuxième partie de vie professionnelle qui soit à la fois mener des projets personnels en créant une entreprise ou en reprenant une entreprise, qui était quelque chose que j'avais en moi depuis très longtemps. Et puis aussi redonner également un sens à ma deuxième partie de vie professionnelle, avec une démarche, alors on l'appelait pas comme ça à l'époque, mais RSE comme on le dit aujourd'hui, c'est-à-dire tourner vers le social ou vers l'environnemental. Voilà, donc produire de la valeur, mais pas n'importe comment. C'était un petit peu ça. Et le hasard, effectivement, des rencontres, des études de dossiers, m'a amené à approcher le monde du handicap. Alors du coup, maintenant, vous avez créé 3 entreprises, c'est bien ça ? Enfin, vous avez créé plusieurs entreprises pour faire plusieurs choses. Une pour fabriquer et produire des produits pour les personnes à mobilité réduite. Une autre pour la location, que ce soit dans le tourisme ou l'événementiel. Et puis une dernière, celle pour fabriquer des rampes de PMR. Est-ce que vous avez sillonné le monde pour pouvoir d'abord importer tous ces produits ? Non, alors je n'ai pas sillonné le monde, mais le monde vient à nous au moins tout au moins en Europe. En fait, j'ai démarré il y a 10 ans seul à l'époque avec quelques produits, et puis au fur et à mesure du temps et avec la connaissance, je dirais du marché, des besoins que nous avons en France sur ce type de matériel. Je me suis aperçu qu'en allant sur des salons étrangers, sur des salons internationaux dédiés au handicap, en voyant des produits, que certains n'étaient pas présents en France et pouvaient être effectivement une vraie valeur ajoutée technique, en particulier pour les usagers. Donnez-nous des exemples. Vous allez avoir par exemple, on a aujourd'hui des dispositifs qui vont permettre de faire franchir des escaliers à un fauteuil roulant avec une assistance. Nous distribuons un produit totalement innovant qui est également un fauteuil pliant en plastique, c'est ce fameux fauteuil, ces fauteuils qui sont bloqués dans les conteneurs, qui permet... Que vous attendez, vous parlez du canal de Suez qui est bloqué, voilà. Il y a un conteneur qui bloque en ce moment. Absolument. Voilà.
Donc c'est un produit pliant de voyage et qui permet donc à une personne handicapée de rendre accessible des toilettes ou des douches lorsqu'elle se déplace en dehors de son domicile lorsque c'est pas handicapé. Donc ça veut dire qu'en allant chez des amis ou en vacances, on emmène son accessibilité avec soi. Donc c'est un nouveau produit, c'est ce fameux fauteuil pliant en plastique, donc beaucoup plus léger, j'imagine. Plus léger et très très compact et qui se déplie en 20 secondes et qui permet effectivement de rendre la vie beaucoup plus facile et de rendre visite à des amis, des familles et sans avoir de problèmes liés aux soins personnels. Et ce nouveau fauteuil va être accessible jusqu'à quel poids peut-on l'utiliser ? Jusqu'à 120 kg. Donc aujourd'hui, ça correspond à la plus grande partie effectivement des utilisateurs aujourd'hui. Donc c'est un produit qu'on distribue depuis 2 ans maintenant, avec effectivement beaucoup de succès. On a un produit nouveau également qui est une alternative au béquilles, qui est une petite on va dire une drésine, c'est-à-dire ça représente en fait, ça ressemble à un vélo à 4 roues sans pédale, et à la place de la selle, vous avez simplement un coussin sur lequel on va poser le genou, et donc il va éviter d'utiliser des béquilles et de pouvoir se déplacer sur des grandes longueurs sans avoir de risquer de traumatisme articulaire et autres, et en toute sécurité. Ça voilà, aussi, donc, ça fait partie des produits innovants. Ça fait partie des produits innovants qui sont sur le marché, et je dirais, nous restons assez sourds aux sollicitations régulières que nous avons d'importation de produits moins chers qui pourraient venir d'Asie, qui pourraient venir d'Europe de l'Est et autres, qui pour moi ne me portent pas peu d'intérêt. Je vends moins cher que mes confrères, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'amener une valeur ajoutée technique et d'usage. Et c'est donc des produits de qualité pour que ça dure dans le temps, c'est ça que vous voulez dire ? C'est ce qu'on essaie de faire aussi, bien sûr. Alors vous êtes concerné par le Made in France, vous, puisque vous avez décidé de relocaliser et de lancer une chaîne de production. Expliquez-nous votre stratégie. Alors c'était pas une stratégie, c'était pas du tout une stratégie initiale. C'est pas notre vocation, parce que notre vocation est plutôt d'importer, de distribuer sur le marché français ce type de matériel. Mais nous avons été contraints par la crise et par le Covid de nous retourner et de trouver une solution très rapidement. Pour expliquer les choses, ça fait 8 ans que nous étions importateurs et distributeurs exclusifs en France de rampes pour les personnes handicapées en fibre de verre, produite en Grande-Bretagne, donc à côté de Manchester. Et quelques jours après le début du confinement, donc vers le 20 mars 2020, mon fournisseur m'appelle et m'explique qu'il est obligé de cesser ses activités du jour au lendemain. Le problème, c'est que ces produits-là pesaient pour pratiquement 20% de notre chiffre d'affaires. Et surtout, nous étions engagés sur des marchés publics avec ce type de produit, donc soit avec des contrats en France, sur des contrats de longue durée, et en particulier l'UGAP, avec lesquels nous sommes fournisseurs, mais également à l'étranger, puisque nous avons un engagement de fournir et d'équiper le tramway de Bruxelles avec des rampes d'accès handicapés. On avait 450 rampes à leur fournir, et à l'époque, seulement 50 avaient pu être livrées. Donc le dédit de marché public risquait de nous coûter effectivement très cher, plus cette perte de chiffre d'affaires. Donc finalement, après analyse et réflexion, j'ai décidé de reprendre cette activité, de racheter donc à ce fournisseur ses moules, ses outillages, tout l'ensemble de ces éléments, et de rapatrier donc l'ensemble de ces produits et produire en France donc ces produits aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir lancer la production dans combien de temps, Jean-Paul Mignard ? Elle est lancée. On a reçu le matériel fin juin 2020. Il a fallu... Alors, moi, je n'ai jamais été industriel de ma vie. Donc, et la filière justement de production de polyester a des exigences de qualitative, mais également de sécurité que nous ne maîtrisons pas. Et donc, pour aller très vite, j'ai recherché donc un sous-traitant à qui je confie les moules et qui fabrique et sort des produits bruts de ces ateliers. Et ensuite, nous avons créé sur notre site, donc en région parisienne, un atelier d'assemblage, de finition et d'expédition. Quel est l'intérêt de la fibre de verre ? C'est le poids ? C'est la solidité ?
Alors, c'est le poids, c'est la résistance à la solidité, résistance à la corrosion, c'est la personnalisation, c'est-à-dire que je dirais les produits alternatifs qui existent historiquement sur le marché, c'est plutôt de l'aluminium ou de la tôle. L'avantage de la fibre de verre, c'est qu'on peut teinter la surface extérieure, le gel coat, de la couleur que l'on souhaite. On peut travailler également les formes, avec des formes arrondies, des formes douces. C'est le type de produit qui est très adapté pour de l'accessibilité, par exemple, dans des cours d'école, dans des matériels. En cas de chute des enfants, c'est beaucoup moins blessant que il n'y a pas d'angle coupant, angle saillant dessus. Voilà, donc ça fait partie des éléments de personnalisation qui sont intéressants et un rapport qualité-prix qui est tout à fait performant sur le marché. Finalement, enfin, je ne connais pas bien sûr l'ensemble des produits que vous faites, mais votre gamme est extrêmement large. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. En tout cas, il y a un besoin de développer l'accessibilité au PMR en lieu privé comme public. Mm-hmm. Et en fait, on peut le faire de manière peu coûteuse finalement. À combien ça revient si on n'est pas obligé de construire des choses On n'est pas obligé de construire des choses, des choses complexes. Voilà. Je dirais l'analyse que nous avons, nous faisons régulièrement avec je dirais entre l'association des professionnels de l'accessibilité dont je fais partie et nos échanges avec les associations, la délégation ministérielle de l'accessibilité, c'est qu'on a effectivement beaucoup de retard en France sur la mise en accessibilité. Je rappelle que la première loi accessibilité date de 1975. Mais est-ce que finalement... qui est revu tous les 10 ans ou 15 ans revu dessus, et on a encore effectivement du retard. L'argument ou le point du prix n'est pas effectivement toujours recevable, parce qu'il y a effectivement des solutions qui sont extrêmement simples. Je prends l'exemple d'un commerçant qui a une marche à l'entrée de son commerce. Aujourd'hui, on peut proposer une solution complète avec une rampe d'accès, avec une sonnette d'appel pour mettre en place la rampe et un dispositif de bande d'accueil pour les personnes malentendantes posées sur le comptoir pour moins de 500 €. Donc vous pouvez fournir ces trois solutions en même temps pour moins de 500 €. Pour moins de 500 €. Alors après, tout dépend de la hauteur de la marche, etc. Mais c'est c'est dans ces ordres de prix. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas nécessairement cher. La seule chose, c'est qu'il a fallu faire avec le temps. Les éléments réglementaires ont avancé. On accepte maintenant le fait que les personnes n'exigent plus d'avoir une autonomie totale, mais sur des éléments dans des contraintes un peu précises, acceptent d'être assistés. Et donc si on peut être aidé et on peut passer sur des matériels qui soient des matériels beaucoup plus économiques. Et je crois que c'est l'attente de la grande majorité des associations et des personnes en situation de handicap, c'est accéder avec la plus grande autonomie possible, ce qui est le texte de la loi, c'est le plus largement possible. Et puis si on ne peut pas être en autonomie, on accepte d'être aidé plutôt que de ne pas accéder du tout, quoi. Et du coup, on peut mettre tous ces moyens à domicile, comme dans les commerces ou dans les lieux publics, de manière très très facile. Quels sont les secteurs pour vous en croissance ? Est-ce que c'est l'aménagement de la maison ou bien est-ce que c'est plutôt justement le côté public ? C'est l'ensemble. Je dirais que le côté public, on a la partie réglementaire. Quand je dis public, c'est à la fois le privé et effectivement le collectif. On a la partie réglementaire qui le tire avec des plans qui ont été mis en place, qu'on appelle des ADAPT, qui ont été des plans à 9 ans qui ont été signés, des engagements qui ont été pris par des acteurs ERP, établissements recevant du public, divers et variés, donc qui se mettent en place avec des plans d'investissement, parce qu'il peut y avoir des investissements lourds. Moi, je suis sur des solutions simples. Effectivement, lorsque vous devez mettre en place un ascenseur ou un élévateur ou de revoir complètement une configuration de lieu, ce sont de très très lourds investissements. Bien sûr. Donc, ce sont des choses qui sont planifiées. Après, le domicile, c'est aussi un élément aujourd'hui de développement, dans le sens où on a une tendance aujourd'hui et un souhait, une attente qui est de rester, je parle dans le cas du vieillissement, le plus longtemps possible à son domicile pour éviter d'être en structure d'hébergement, avec des aides de l'État qui peuvent intervenir sur conditions de ressources, sur des actions et sur des plans logements, sur des réfections de salles de bain et autres. Un des points prégnants que l'on a aujourd'hui sur le domicile, ce sont les problèmes de mobilité verticale et d'accès sur les établissements collectifs, habitat collectif. Donc c'est
Vous parlez des habitats, des immeubles où il n'y a pas d'ascenseur, donc c'est ça ça va que vous être voulez dire, les immeubles j'imagine. sans ascenseur, ce sont les pannes d'ascenseur, et notamment dans le parc social. Et donc des personnes qui restent bloquées pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans pouvoir sortir de chez elles. Mais c'est aussi du parc existant avec des ascenseurs, sur lequel, et ça intuitivement, on va tous le comprendre et l'imaginer, c'est des personnes un couple, une personne âgée, une personne dans le couple a un AVC, du jour au lendemain se retrouve à pouvoir se déplacer uniquement avec un fauteuil roulant, sauf que l'endroit où ils habitent depuis 40 ans, l'ascenseur, c'est un petit ascenseur étroit dans lequel on rentre à deux profils, et un fauteuil roulant ne rentre pas dans l'ascenseur. Et donc là, du jour au lendemain, se retrouve bloqué chez soi. Ou bien, et ça on en connaît tous, vous êtes dans un immeuble équipé avec ascenseur, mais vous avez 4 marches pour accéder au hall d'entrée de l'ascenseur. Comment fait-on pour descendre les 4 marches ? Ces 4 marches, ces 4 fichues marches, du jour où on se retrouve effectivement avec un fauteuil roulant. Donc, nous intervenons au-delà de toute la réglementation sur le bâti neuf, sur l'aménagement et l'accompagnement dans ce type de situation. Alors, avec vous, Jean-Paul Mignard, autre possibilité avec Axol, votre entreprise, c'est la possibilité de louer, que ce soit pour le touriste ou pour les grands événements. Bon, c'est un secteur qui est complètement mort en ce moment. J'imagine que la pandémie vous a fait perdre pas mal de chiffre d'affaires, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut louer ? Qu'est-ce qu'on vous demande, que ce soit les touristes ou bien l'événementiel ? Expliquez-nous. C'est un secteur qui s'est développé à la demande de nos clients, de sollicitation au fur et à mesure du temps. Alors sur le tourisme et particulier, ça va être du matériel qui va s'adresser à des personnes qui quand je prends l'exemple des touristes étrangers qui viennent visiter l'Île-de-France, qui sont des personnes en situation de handicap, qui sont des personnes âgées qui ont des problèmes de déplacement, ou des personnes obèses, par exemple, qui ont du matériel chez eux, qui ne vont pas pouvoir se déplacer, prendre l'avion avec leur matériel. Imaginons une personne anglaise qui se déplace avec des cannes ou avec des ambulateurs chez elle et qui vient avec ses petits-enfants visiter Paris. Va pas visiter Paris avec son déambulateur, mais effectivement, où elle ne vient pas, ou à ce moment-là, on va lui mettre à disposition un petit fauteuil électrique ou un scooter électrique. Et donc, notre service, c'est de livrer dans les hôtels, avant l'arrivée des personnes, le matériel et le reprendre ensuite. Donc, on travaille beaucoup sur Paris Intramuros, on travaille beaucoup sur les hôtels de Disneyland, puisque pour les touristes étrangers, les hôtels de Disneyland sont un camp de base pour visiter l'Île-de-France, tout en profitant du parc Disneyland. Voilà, donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, ce sont des particuliers qui vont accueillir chez eux ou aller sur des sites en congé qui ne sont pas équipés en termes d'accessibilité. Donc on va pouvoir permettre à une personne de pouvoir franchir un escalier, une personne âgée par exemple, et on traite ça également sur des mariages ou des fêtes de famille, parce que c'est des choses qui arrivent aussi. Et puis pour la partie événementielle, on va être sur des congrès, sur des séminaires, sur des grands salons, des grands parcs, et on intervient pour rendre accessible des scènes à des fauteuils roulants, permettre à des personnes de franchir quelques escaliers lorsque vous avez une manifestation un soir, et on va intervenir sur Roland-Garros, sur le salon du Bourget, et on accompagne tous les grands opérateurs français de l'événementiel. Donc quand on veut faire un événement, on peut faire appel à vous. Ça coûte combien à peu près si on fait un événement d'une centaine de personnes, par exemple ? Tout dépend des besoins ou des types de matériel, mais on a vu des cas, on a connu des cas, et c'est les échanges que l'on a aujourd'hui avec je pense que dans la région, il y a quelques belles demeures ou quelques châteaux qui servent pour des séminaires ou pour des mariages, et en échangeant avec eux, ils savent parfaitement que, entre guillemets, le maillon faible sur un mariage ou sur un congrès, si vous avez 150 personnes et vous avez une ou deux personnes qui ont des problèmes de mobilité, que ça peut être la grand-mère du marié, comme ça peut être un orateur en fauteuil roulant, si les conditions ne sont pas réunies pour les accueillir, la prestation ne peut pas pouvoir être assurée sur ce site-là, et on va chercher un autre site. Donc ça peut être de 200 ou 300 euros pour un équipement. Ça ne coûte pas très cher, en fait, le tout c'est d'y penser, c'est ça que vous voulez dire ? Le tout c'est d'y penser, de l'intégrer, et force est de constater que généralement on intervient un petit peu en dernière minute, parce que c'est la dernière chose à laquelle on pense. On a pensé. Alors Jean-Paul Mignard, chez Axol, vous avez des postes à pourvoir, quels sont-ils ?
Ou vous envisagez d'embaucher en tout cas. On envisage avec la reprise. Donc la reprise commence à se passer pour nous. On a des postes à pourvoir effectivement. Alors sur la partie production, donc sur des assistants de production, on pourra avoir des besoins également. On a des besoins actuellement sur la partie commerciale également, et puis également en administration commerciale. Voilà, donc tout ça, on fait comment si on est intéressé par ces postes-là? On vous contacte via le site internet? Vous nous contactez par le site internet, on sur notre site directement internet, chez vous. voilà, et sur le site internet www.axol.fr et on appelle directement chez nous. Juste une petite précision, nous sommes basés dans les Yvelines. Sur la ville de Trappes. Et ça pose un problème? De déplacement, si ce sont des personnes qui sont effectivement sur la zone d'Anguin, par exemple, ça fait un petit peu. Sur le Val d'Oise, le déplacement peut être un petit peu plus. Ce que vous voulez dire, c'est qu'à l'embauche, vous regardez où habite la personne géographiquement? Non, c'est la personne qui naturellement va effectivement se rendre compte de ces temps de transport qui restent malgré tout un frein, ça qui c'est peut sûr. être un frein sur cette partie-là. Mais ceci étant, on étudie bien entendu toutes les offres, et toutes les solutions. Et voilà, tous les donc profils. Il y a plusieurs postes à pourvoir et vous pouvez vous connecter sur la plateforme d'Axol. Voilà. On va tout de suite faire une nouvelle pause musicale, Jean-Paul Mignard, et puis ensuite on change de sujet. On part dans le soin et les plantes et les cultures. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Restez chez vous. Et écoutez la meilleure des web radios. Écoutez la meilleure des web radios. Nous parlons aujourd'hui au bar de l'économie communauté de la commune des communes de Carnel, Pays de France. On a parlé maison d'arrêt, ruralité, gens du voyage et la maison France Service en bus. Nous avons parlé avec Axol de tous les produits de PMR accessibles avec des budgets qui défient toute concurrence. Donc il faut y penser, que vous soyez commerçant d'ailleurs ou un service public. Eh bien, vous avez des solutions à 100 euros, voire à 500 euros pour complètement équiper vos établissements. Donc, il faut y penser également. Et puis, tout de suite, avec Baptiste Rouenet, nous allons évoquer comment prendre soin des plantes et des cultures grâce à votre société UV Boosting. Alors, c'est une start-up, comme on dit maintenant, c'est-à-dire une jeune entreprise que vous avez créée en 2017. Mais on est en 2021 et vous commencez tout juste à commercialiser vos produits. Expliquez-nous l'éventail des services que vous proposez. Alors, petite rectification, je n'ai pas créé UV Boosting, j'ai rejoint l'aventure l'année dernière. UV Boosting a été cofondé par mon associé Yves Maton, qui fait partie du startup studio Techno Founders, et par deux professeurs de l'université d'Avignon qui ont découvert le procédé biologique à l'origine de notre société. Donc, comment ça fonctionne UV Boosting? C'est assez simple. On vient stimuler les défenses naturelles des plantes à partir de flashs d'UVC. Donc c'est ce fameux produit technologique développé par l'université et par ce laboratoire dont vous venez de parler. Oui. Et alors, expliquez-nous la technique. Alors, on vient concevoir et fabriquer des modules qui incorporent des lampes UV qui vont passer devant les plantes, donc aujourd'hui principalement la vigne et également un peu des fraisiers. Et la plante, en étant
exposé à un flash d'UV court et intense, va mettre en action des mécanismes de défense et va être plus résistante à certaines maladies fongiques quand celles-ci commencent à apparaître. Donc dans le cadre de la vigne et de la fraise, c'est des maladies bien connues, le mildiou, l'oïdium ou le botrytis. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on vient rendre les plantes plus résistantes et que ça permet donc in fine de réduire la consommation de produits de synthèse, de produits fongicides chimiques. Bien sûr, puisque ce que vous avez décrit, c'est qu'on rend ces plantes plus résistantes sans aucun produit. Vous dites un simple flash UV, donc une simple lumière. Bon, j'imagine que tout a été étudié, la fréquence de la lumière, la durée, c'est ça ? C'est exactement ça. On fabrique des panneaux UV, des modules UV qui sont étudiés pour exposer la plante à la dose optimale d'UV afin que la stimulation soit maximum et que les plantes soient vraiment le plus résistantes possible à leurs agresseurs. Alors du coup, il vous a fallu donc ces 3 années ou ces 4 années pour développer exactement ce qu'il fallait comme... Tout à fait. Donc l'Université d'Avignon travaille depuis encore plus longtemps que ça sur le sujet. L'entreprise a été créée en 2017. Les 2 premières années ont été consacrées à la validation scientifique et technique du procédé, donc des prototypes qui ont pu être testés au vignoble ou sur des fraisiers. Puis en 2019, nous avons conçu et commercialisé une pré-série industrielle qui avait pour objectif de valider le procédé en conditions réelles de production. Donc en 2020, notre première pré-série industrielle a été testée directement par des viticulteurs. Et les résultats étant satisfaisants, en 2020, fin 2020 et début de cette année, nous avons commercialisé notre première série industrielle et donc une quinzaine d'équipements cette année sont en cours de déploiement dans différentes parties du vignoble français, en Champagne, en Bourgogne et à Bordeaux principalement. Alors, il faut rappeler quand même que c'est des procédés de tests qui sont longs, puisque vous ne pouvez le faire qu'1 ou 2 fois par an, peut-être ? Alors, tout à fait. En agriculture, les cycles d'itération sont très longs, puisque les plantes poussent à leur rythme. On ne peut pas booster la nature à ce point-là. Exactement. Dans le cadre de la viticulture, par exemple, il n'y a qu'une vendange par an. On ne peut pas accélérer le cycle de la nature, c'est fait ainsi. Donc ça veut dire qu'on peut tester en conditions réelles de production qu'une seule fois par an. On ne peut pas accélérer ça. Et donc c'est pour ça que dans l'agriculture, pour le cas du V-Boosting, mais pour toutes les startups qui innovent dans ce secteur, les cycles sont très longs et les changements de pratiques dans le monde agricole sont très longs puisque forcément le cycle d'innovation suit le cycle de la nature. Et donc les 2 premières années du V-Boosting ont permis de démontrer l'efficacité en laboratoire, en serre d'expérimentation et avec des prototypes de notre procédé à base de lampe UV. Aujourd'hui, on est convaincu de l'efficacité en conditions réelles de production. Et donc l'objectif maintenant, c'est de permettre à un maximum de viticulteurs de l'intégrer à leur stratégie de protection et de réduire leur dépendance aux produits phytosanitaires. C'est une demande très forte de la société, des consommateurs évidemment, mais même des viticulteurs aujourd'hui. Je dirais que 95% des clients potentiels qu'on rencontre ont envie d'aller dans cette direction-là. Le problème, c'est pas forcément l'envie, c'est le manque de solutions qui soient à la fois techniquement fiables et économiquement valables. Donc ce que vous voulez dire, c'est que l'accueil des clients est plutôt positif et même à la limite, vous risquez d'avoir trop de demandes peut-être. Enfin, on vous l'espère, on vous le souhaite en tout cas. Exactement. Vous n'avez pas besoin de les convaincre. En tout cas, ça c'est ça qui est important à dire quand même. On n'a pas besoin de convaincre sur l'objectif de la technologie qui est de réduire la dépendance aux produits phytosanitaires. Là-dessus, je pense que tout le monde est relativement d'accord. Notre travail de conviction, il vient sur l'intégration de la technologie dans l'itinéraire technique des producteurs, où là peut y avoir des contraintes opérationnelles qui se posent à chaque producteur. Donc on travaille à trouver les meilleures solutions possibles avec eux. Et évidemment derrière sur la rationalité économique du procédé, puisque ça a un coût. Notre équipement coûte entre 36 000 et 54 000 euros aujourd'hui, ce qui pour un domaine viticole reste un coût certain. On est convaincu que économiquement c'est
c'est rentable, mais voilà, le travail de conviction se fait aussi sur cette partie-là. C'est-à-dire que l'analyse, elle est faite par rapport au budget d'investissement que vous avez dit, donc environ une cinquantaine de milliers d'euros par rapport au nombre de produits phytosanitaires utilisés. Est-ce que là, vous avez fait le pendant ? Alors, il y a une petite économie qui est faite sur la réduction des produits phytosanitaires utilisés, mais surtout le gain économique se fait pour tous les domaines qui sont soit déjà en agriculture biologique ou dans une logique d'agriculture très raisonnée, qui peuvent rencontrer des problématiques de perte de rendement assez fortes, puisque les produits utilisés dans l'agriculture biologique sont moins efficaces que des produits très puissants, très efficaces, mais aussi très néfastes pour l'environnement, utilisés en agriculture conventionnelle. Et donc, la protection supplémentaire des cultures qu'on va apporter permet, des années compliquées à forte pression fongique, d'avoir un gain de rendement, car les cultures sont mieux protégées. Et ce gain de rendement vient très rapidement rembourser l'investissement de la machine. En combien de temps, en combien d'années est-ce qu'on peut le rembourser, finalement, amortir cet investissement ? Ça va vraiment dépendre des pertes qu'on va économiser, mais si on imagine qu'on réduit une année de 10 à 15% les pertes dans des vignobles comme la Champagne, Bourgogne ou Bordeaux qui valorisent assez bien leur production, en une année, on peut totalement rentabiliser le coût de la machine. Alors personnellement, j'avais entendu aussi que les lampes UV étaient utilisées dans la production de plantes et notamment pour les fleurs. Pour certaines fleurs, on utilise les UV pour les faire mieux pousser. Comment, chez UV Boosting, vous installez sur des kilomètres, puisque ça concerne la viticulture, vous l'avez dit, et les fraisiers, comment vous installez ce système ? C'est un système à batterie ? Comment ça se passe ? Alors c'est un système qui vient se fixer sur les équipements des vignerons, des producteurs de fraises. Donc c'est-à-dire que c'est des lampes qui sont fixées sur les tracteurs. Et donc c'est une intégration assez simple pour le vigneron puisqu'il possède déjà sa flotte de tracteurs et l'équipement est fait pour s'intégrer au matériel existant. Il y a très peu d'adaptations nécessaires. On a vraiment conçu le procédé pour que ça soit très simple à intégrer, et ça copie, pour être un peu technique, les structures de rogneuses qui sont déjà utilisées par les vignerons. En combien de temps est-ce qu'on l'installe ? On installe votre solution ? Une structure qui va être tractée, ça c'est l'affaire de quelques heures, et une structure qui est montée sur un tracteur enjambeur pour les vignes étroites, il faut passer par son concessionnaire viticole, et ça va prendre, je dirais, plusieurs heures de travail au concessionnaire. Donc la première région, vous l'avez dit, qui va se porter cliente, c'est la région du Champagne. Est-ce que vous envisagez aussi d'aller du côté de Bordeaux, la Bourgogne, le Languedoc ? On a déjà des équipements à Bordeaux, en Bourgogne et en Champagne. C'est les trois premières, on va dire, régions avec un nombre conséquent de machines. On avait déjà fait des tests du côté d'Avignon également, les années passées. Et cette année, on aura également des essais dans la Loire, en Alsace et dans un nouveau domaine des Yvelines, puisque des vignes sont replantées en Île-de-France. Et on a également une machine qui revient d'Afrique du Sud, qui est en train de revenir en France, puisqu'on a mené des essais en Afrique du Sud cette année dans la région du Cap. Alors Baptiste Rouenet, je rappelle que vous êtes le directeur général de UV Boosting. UV Boosting, vous avez inventé finalement un procédé sous forme de lampes UV pour éviter certaines maladies ou certains problèmes fongiques aux plantes. Vous avez cité les fraises et le vin. Est-ce qu'il y a d'autres cultures qui peuvent être concernées par ce système ? Alors, on fait des tests actuellement sur d'autres cultures maraîchères et également avec l'INRA d'Angers sur le pommier. Et donc ça pourrait intéresser les arboriculteurs finalement ? On espère que notre procédé aura la même efficacité sur des arbres fruitiers que sur la vigne et sur la fraise. Donc vous avez un gros potentiel de développement en France, parce que vous êtes les seuls en fait à faire ce genre de produits. Oui, aujourd'hui on n'a pas vraiment de concurrent qui a une technologie exactement comparable et on espère effectivement conquérir le marché français, mais on regarde également du côté de l'international et on a des premiers contacts intéressants en Italie, en Espagne ou en Californie qui sont des gros marchés viticoles également.
Donc du coup, vous allez vous internationaliser sans doute beaucoup plus vite que ce que vous pensiez au départ. On avait déjà des ambitions élevées dès le départ, donc l'objectif c'est plus de les atteindre. Les conditions actuelles liées à la pandémie font que c'est pas facile de voyager et d'aller rencontrer des clients sur place et de se rendre compte des contraintes techniques et opérationnelles de chaque vignoble. Mais comme je disais, on a des premiers contacts très intéressants et on espère bien dès l'année prochaine avoir des équipements qui tournent en Italie, en Espagne et en Californie. Du coup, la pandémie a retardé vos objectifs de développement commercial ? Oui, exactement. L'année dernière, on avait une équipe qui s'est retrouvée fin février dans le nord de l'Italie. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez la situation dans le nord de l'Italie en février 2020. Oui. Et donc les premiers impactés, finalement. Voilà, ils ont pu faire que 2 jours, je crois, sur place, et ont dû rentrer en France assez rapidement. Donc oui, on a perdu un petit peu de temps à cause des impacts de la pandémie. Est-ce que vous avez développé des techniques de vidéo ou de travail à distance ? Aujourd'hui, je pense qu'au niveau mondial, tout le monde s'est équipé et s'est habitué à travailler différemment. Et donc oui, on a fait pas mal de visio avec les États-Unis, l'Italie, l'Afrique du Sud, enfin tous ces marchés qu'on vise. Et voilà, on fonctionne comme ça. Vous avez réussi à faire une levée de fonds pour vous développer ? Comment avez-vous fait et pour quel motif ? Alors, comme toutes les startups, le chiffre d'affaires initial ne suffit pas à financer le développement. Et donc, on fait appel à des investisseurs qui croient au projet, qui ont envie d'investir parce qu'ils pensent que c'est une entreprise d'avenir. Et donc, ces business angels, comme on les appelle, nous ont fait confiance en 2019 pour nous accompagner dans notre développement. Et du coup, vous allez pouvoir donc vous développer pendant un certain temps. Vous allez faire une nouvelle levée de fonds si besoin pour le développement international ou pas ? Alors, on y réfléchit. Ça viendra peut-être dans les mois qui viennent, mais c'est une option qu'on garde sous la main pour l'instant. Alors, vous aussi, vous avez développé une ligne de production en France. Que faites-vous ? Qu'industrialisez-vous finalement en France ? Oui, tout à fait. Oui. En 2020, on a construit, ou plutôt adapté notre site de Saint-Nom-la-Bretèche pour créer un atelier, une usine qui nous permet d'assembler tous les composants de notre équipement. Donc c'est une ligne d'assemblage sur le site de Saint-Nom-la-Bretèche qui nous permet d'avoir un contrôle qualité de tous les équipements qui sont ensuite expédiés à nos clients. Et les équipements viennent d'où principalement ? Est-ce que vous aussi vous êtes impacté par le blocage du canal de Suez ? Alors pas directement par le blocage du canal, mais aujourd'hui il y a pas mal d'équipements, notamment électroniques, qui viennent forcément d'Asie, puisque c'est là-bas qu'on trouve la meilleure qualité et au moindre coût pour ces composants-là. Mais on a également beaucoup de composants qui viennent directement de France, notamment sur tout ce qui est tôlerie, mécano-soudé. On travaille avec des entreprises françaises qui nous permettent d'avoir beaucoup de réactivité et un bon contrôle de la qualité de nos équipements. Alors vous aussi, vous avez des postes à pourvoir, me semble-t-il. Quels sont-ils ? Oui, on recherche actuellement un chef d'atelier, justement pour accompagner la croissance des volumes de production dans notre nouvel atelier de Saint-Nom-la-Bretèche. Donc là aussi, il faut taper à la porte du V-Boosting directement, on vous appelle, on va sur le site, comment fait-on ? Exactement. C'est ce que vous préférez ? Oui, tout simplement, aller sur le site, nous envoyer un mail avec CV, lettre de motivation, process classique. Alors, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter finalement pour le futur, pour UV Boosting, Jean-Baptiste Rouanet ? Comme à toutes les entreprises, je dirais une belle croissance. On va observer avec attention la nouvelle saison qui démarre bientôt là, en vigne. Les premiers bourgeons ont commencé à percer à Bordeaux notamment. Et donc on va accompagner la quinzaine de clients qui nous ont fait confiance cette année pour que la stimulation de leurs vignes par Flash UV se passe bien et qu'on observe des résultats intéressants dans leur vignoble. Merci beaucoup pour nous avoir présenté toute cette nouveauté, parce qu'il y a beaucoup d'innovations en ce moment en agriculture. Baptiste Rouanet, j'imagine que vous baignez dedans ? Oui, beaucoup d'innovations. On parlait des labels pour le lait. Pour le lait, du Made in France, du retour du Made in France. Il y a beaucoup de labels dans le monde agricole qui commencent à émerger, notamment label zéro pesticide.
zéro résidu de pesticides, qui plaît beaucoup aux consommateurs. Et donc on accompagne des producteurs de fraises qui essayent de mettre en place ces stratégies pour produire des fraises sans résidus de pesticides. Et on travaille également avec des entreprises qui fabriquent des produits de biocontrôle. Les produits de biocontrôle, ça va être des produits autorisés en agriculture biologique qui permettent, un peu comme ce qu'on fait avec notre technologie, de stimuler les défenses naturelles des plantes pour réduire la dépendance des producteurs aux produits chimiques de synthèse. Donc on est en bonne voie pour espérer réduire à moyen terme, disons, tous ces produits qui dégradent l'environnement. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par les agriculteurs français. Je pense qu'il faut d'abord le reconnaître, et aujourd'hui ils sont vraiment mobilisés pour aller dans ce sens. Et effectivement, beaucoup de recherche et d'innovation de la part des laboratoires publics, de l'écosystème start-up en France pour continuer à trouver des solutions techniquement et économiquement viables pour les producteurs. Je rappelle votre découverte, Baptiste Rouenet, parce que c'est important, c'est ces lampes UV qui permettent une production, en tout cas pour la viticulture et pour les fraises, pratiquement sans pesticides pour éviter certaines maladies, évidemment pas toutes, mais en tout cas au moins 2 ou 3, et ça c'est important. Patrice Robin, je pense que vous qui êtes dans la ruralité, ça vous plaît ? Bah évidemment, en fait, moi je me réjouis d'entendre que... si une chose importante aussi, j'ai appris au passage qu'on allait réintroduire des vignes en Ile-de-France. Oui. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, dans le département du 78, oui. Au réchauffement climatique, c'est lié Oui, je pense que le réchauffement climatique fait que tous les vignobles du Nord deviennent de plus en plus qualitatifs. Et il faut savoir que jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, voire même 19e siècle, le vignoble de l'Île-de-France était un des plus gros producteurs de vin en France. Évidemment, pour accompagner la forte consommation de la capitale, de Paris. J'aimerais bien être candidat à un test de réimplantation dans mon territoire de vignes. Je serais très intéressé par ça. Et plus globalement, c'est vrai que, je le disais, je me réjouis de voir qu'on s'oriente vers des solutions qui répondent aux attentes de la société. Donc, étant maire et président d'un territoire agricole, enfin de culture agricole, je me dis, j'espère qu'un jour, on pourra voir votre technologie adaptée à l'agriculture de masse, c'est-à-dire aux céréales, le maïs, le blé, etc., qui aujourd'hui sont archi nécessaires à notre alimentation, celle de notre bétail, notre chaîne de vie, mais qui en même temps sont très impactants dans notre environnement. Donc je ne sais pas si un jour ça pourra avoir le jour, j'imagine que oui, tout est possible, mais quand ? Il faut attendre que la recherche poursuive un petit peu ses avancées. Et je pense exactement, ouais. C'est toujours une question d'innovation, de recherche, et en tout cas on met beaucoup d'énergie au développement de ce procédé. Merci à vous trois d'avoir été avec nous ce matin. Cette émission s'achève. Je rappelle que j'étais avec Patrice Robin, maire de Villennes-sous-Bois et président de la communauté de communes de Carnel Pays de France, Jean-Paul Mignard pour Axol, des produits de PMR, et puis Baptiste Rouenet pour une avancée majeure dans le domaine de l'agriculture avec UV Boosting. Vous pouvez retrouver dès cet après-midi sur nos plateformes, bien sûr, sur YouTube, sur Facebook, bref, sur SoundCloud, toute cette belle émission. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, ciao. À bientôt. Merci, au revoir. Merci.